il était totalement rempli. L'astuce des sionistes depuis la guerre de 48, ça a été de dire quoi? Russell, il dit, on ne peut demander à aucun peuple d'accepter ce qui a été fait aux Palestiniens. Et c'est évident. Et comment vous allez faire pour cacher cette évidence? Ah, c'est très simple, c'est ce qu'ils font depuis toujours. C'est de dire, mais s'ils n'acceptent pas ça, c'est parce que ce sont des nationalistes arabes. Et tout le monde sait que les nationalistes arabes ont collaboré avec Hitler, que le Moufti de Jérusalem a collaboré avec Hitler, etc., etc. Ce sont des antisémites, ce sont des nazis, il y a un nouvel Hitler, Nasser, etc., ou bien Saddam, etc. Tout, bon. Et maintenant, ils n'ont plus de nationalistes arabes en face d'eux. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des musulmans. Ils ont des musulmans politiques. Ils ont l'islam politique. Ah, ça c'est encore mieux, évidemment. Parce que pourquoi ils n'acceptent pas l'expulsion des Palestiniens? Mais ils ne l'acceptent pas parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont des fanatiques, parce qu'ils ne sont pas gentils avec les femmes, parce qu'ils sont ci et sont ça. Et donc, il y a toujours une nécessité de faire de l'agitation, soit contre les Arabes et le nationalisme arabe, soit contre l'islam politique, pour faire passer cacher, changer de sujet, éviter qu'on répète cette évidence qui est que l'expulsion de 48 était illégitime et que les principes sur lesquels l'État est fondé étaient illégitimes. Alors vous avez un autre problème qui est qu'on a en France une grande partie de la gauche et même de l'extrême gauche, enfin ça dépend où on met la barrière, qui est sioniste. Mais on n'a pas de gauche fasciste et on n'a plus de gauche colonialiste depuis la fin de la guerre d'Algérie à proprement parler. Mais sionisme, ça c'est pas du tout contradictoire d'être de gauche et sioniste. Peut-être pas dans l'extrême gauche, ça change, mais c'est en train de changer. Mais je vais vous donner un exemple, par exemple, qui m'a vraiment choqué. C'est lors du dernier dîner du CRIF. Donc annuellement, il y a le dîner du CRIF où toute la classe politique est invitée. À quoi sert le dîner du CRIF, Richard Pasquier? Le dîner du CRIF est un dîner républicain qui permet à l'ensemble du monde politique de notre pays de se rencontrer. Le CRIF est une organisation qui se situe très clairement dans le droit fil des institutions républicaines et ce sera là un des axes de mon discours. Je pense que l'antisémitisme qui s'est manifesté est un signe des risques que notre société a actuellement à se dénaturer. Et cette année-ci, le Parti communiste n'a pas été invité parce qu'il a participé aux manifestations en soutien à Gaza. Eh bien, Marie-Georges Buffet a écrit une lettre pour protester. Alors cette année, vous n'avez pas invité le Parti communiste. Vous lui en voulez d'avoir participé aux manifestations contre Israël pendant la guerre à Gaza? Non, c'est pas d'avoir participé aux manifestations. C'est plus exactement de ne pas avoir pris en considération ce qui s'est passé pendant ces manifestations. C'est de ne pas s'être élevé contre cette espèce de kidnapping des manifestations par des mouvements islamistes avec des slogans anti-juifs tout à fait inexcusables, inacceptables. C'est cela qui fait que nous avons estimé qu'il était de notre devoir de marquer le coup de ne pas les inviter cette fois-ci. Marie-Georges Buffet indique ce matin dans Le Parisien qu'elle vous a envoyé une lettre indignée. Que vous dit-elle? Écoutez, je n'ai pas encore reçu cette lettre, donc je ne peux pas vous répondre. Et nous avions toujours eu d'excellentes relations avec Marie-Georges Buffet sur le plan personnel. J'espère que cette affaire, nous pourrons la traiter et peut-être mieux la comprendre. Mais c'est vrai que nous avons été immensément déçus par ces participations de certains politiques qui ont fait comme s'ils n'avaient rien vu, rien entendu. Oui, il y avait aussi les Verts ou la Ligue communiste révolutionnaire. Bon, si par exemple il y avait un dîner où tous les groupes parlementaires étaient invités, tous les groupes représentés à l'Assemblée, sauf le Parti communiste, elle aurait évidemment le droit de protester. Mais le dîner du CRIF n'est pas une institution républicaine jusqu'à nouvel ordre. C'est une organisation privée. Ils se sentent vexés, ils n'ont pas seulement dit foutez-nous la paix, on n'est pas antisémites. Ils se sont plaints, ils ont protesté parce qu'ils n'avaient pas été invités. Si par exemple ils faisaient de l'agitation sur le Tibet et que suite à ça ils ne sont pas invités à un repas à l'ambassade de Chine, ils le porteront sur leur poitrine, ils en sont fiers. Ils diront, voilà, vous voyez, on défend les minorités, on défend les droits de l'homme, etc. Mais quand ils ne sont pas invités au dîner du CRIF, ils sont vexés. Et donc, je pense que ça montre la totale inversion des valeurs qui est liée au sionisme. Dans le mouvement de solidarité, moi je distingue deux types de problèmes. Il y a une partie qui est majoritaire et une partie qui est minoritaire. Et les deux ont des problèmes, mais qui ne sont pas les mêmes. La partie majoritaire,
c'est le courant dominant. Je préfère ne pas citer d'association parce que les choses sont en train de changer. En fait, il y a une situation de flux maintenant en France. Mais la partie majoritaire, c'est celle qui a suivi le processus d'Oslo, qui a cru au processus de paix, qui était évidemment une imposture dès le début. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que cette histoire de revenir aux frontières de 67, personne n'en veut en Israël. Le général de Gaulle l'a dit en 67, dans un discours absolument magnifique. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu le livre d'Aaron, il a été accusé d'antisémitisme, etc. Il y a eu mai 68, il a disparu. Mais en 67, il a dit, maintenant, les problèmes vont commencer. Vous avez conquis les territoires, vous allez les occuper, l'occupation provoque la résistance, et vous allez avoir des ennuis. Il a dit ça. Retirez-vous des territoires. Depuis 67, ils l'ont pas fait. Pendant toute la période d'Oslo, ils l'ont pas fait. Les Israéliens me font penser à des gens qui occupent un terrain illégalement. Il y a un arrêté qui dit qu'ils doivent abandonner le terrain parce que c'est illégal. Ils disent oui, d'accord, ok, mais on va d'abord construire une maison sur le terrain. Construire une maison, on leur dit, non, vous avez bien avancé, vous avez construit une maison, vous allez devoir quitter la maison. Oui, d'accord, on va quitter la maison, mais on va construire une deuxième maison. On va le faire, mais on va construire une deuxième maison. Et c'est comme ça tout le temps. Et comme l'a dit Régis Debray dans le monde diplomatique, il faut quand même leur dire qu'on n'est pas si bête et qu'on se rend compte qu'ils se moquent de nous. Et néanmoins, on a tout le temps continué cette farce. Et encore maintenant, je vois Lieberman, sur 24 heures, l'offensive de charme de Lieberman. Même Lieberman, l'offensive de charme de Lieberman. Il ne rejette pas le processus de paix, mais à des conditions. Il met toujours des conditions de façon à ce que ce ne soit pas accepté, que ça puisse soit bloqué. C'est aussi simple que ça. Et donc, ils continuent les... Alors, s'ils veulent le processus de paix, pourquoi ils n'arrêtent pas les implantations pour commencer? Pourquoi ils ne les diminuent pas? Pourquoi est-ce que quand ils se retirent de Gaza, ils disent qu'ils le font pour geler les territoires occupés dans le formol? Je veux dire, ils disent tout ça. Toutes ces déclarations, vous pouvez les trouver. Elles ne sont jamais répétées, elles ont toujours le processus de paix, et il faut toujours ménager le camp de la paix en Israël. Donc il ne faut pas de boycott, il ne faut pas de sanctions, il faut pas... Parce qu'il y a toujours une espèce de camp de la paix fantomatique, qui est de plus en plus faible, même celui qui prétend l'être, même le parti travailliste, qui est en camp de la paix, qui a quand même fait des bombardements de Gaza. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, le blocage du mouvement majoritaire, c'est qu'ils ont suivi l'imposture d'Oslo, et ils ne savent pas comment en sortir, ils sont coincés. Ils sont coincés parce qu'ils sont débordés alors, en tout cas la partie, on va dire, de souche, les Français de souche, ou les Belges qui sont dans ce mouvement, sont débordés alors par les musulmans. Et ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils sont mal à l'aise vis-à-vis de la population d'origine arabe, qui est musulmane et qui l'est souvent de façon très affirmative. Et pour qui l'islam est une façon d'en sortir, d'affirmer leur identité, d'affirmer leur différence par rapport à la société française dont ils se sentent rejetés. Et ils se sentent rejetés pour les raisons que j'ai dites, au moins pour les raisons que j'ai dites. Il y a d'autres raisons, il y a des raisons liées au racisme, à la pauvreté, etc. Mais je connais des gens qui ne sont pas pauvres, qui ne sont pas victimes de racisme. Je connais une Algérienne qui vit en France, elle est prof de maths, elle n'est pas dans la misère, elle vit bien, elle n'a pas de haine des Français. Elle a oublié la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'est fini. C'est fini. Comme la Deuxième Guerre mondiale, c'est fini. On s'est réconcilié avec les Allemands. Mais le sionisme, ça passe pas. Et le sionisme, c'est tous les jours au petit déjeuner, c'est tous les jours, c'est dans les médias, c'est tout le temps. Et ça passe pas. Et donc, il y a ce problème, si vous voulez, que ça, c'est le problème majoritaire. Le problème minoritaire, c'est qu'alors, il y a une frange qui est radicale du mouvement de solidarité, et que je connais assez bien, mais qui alors insiste sur le fait qu'il faudrait la solidarité avec le peuple palestinien, la solidarité avec le Hamas, la solidarité avec le Hezbollah, etc., etc. Et ça, c'est des choses qui ne seront jamais majoritaires en France. Ça c'est impossible.